Bonsoir tout le monde. Effectivement, c'est Alexis Kaboré et effectivement, si je suis là ce soir, c'est parce que depuis une dizaine d'années, on est sur un projet, on a entamé une collaboration, un partenariat avec l'ADAP. Et je me rappelle comme hier l'origine en fait de cette belle histoire que j'estime que c'était vraiment une belle histoire parce qu'en fait c'était juste tourné d'une soirée à l'UED où j'étais dans le cadre de mes études où j'ai vu une affiche aider à sauver à protéger les éléphants en Afrique centrale. Et il se trouvait que dans le cadre de mes études antérieures au niveau de la région de l'Est du Burkina Faso, j'ai étudié sur des populations qui avaient affiché vraiment une envie de participer à la gestion des parcs nationaux de cette région, qui est la région par excellence des parcs nationaux. Donc, j'ai eu contact avec l'ADAP depuis 2002, et à partir de 2004, on a commencé effectivement à mettre en place ce projet. Donc, c'est vraiment l'occasion pour moi de renouveler la joie que j'ai à travailler avec l'ADAP. Donc, on peut aller. Donc, effectivement, depuis 2004, sous le financement de la FGC, on a commencé un projet dans la région de l'Est, qu'on appelle peut-être le pays Comanché. Et depuis 2011, ce projet est élu, ou en tout cas choisi comme projet phare de l'aide des pays au développement de la ville de Carouge, comme on est accueilli par Carouge ce soir, pour l'occasion de dire merci. Et la démarche, ce qui est au centre du projet, c'est partir des savoirs et préoccupations des populations rurales pour contribuer à rendre effective en fait, leur participation à un potentiel particulier de cette région qui est le massif forestier. Parce que la région de l'Est, le pays Gomanché, c'est au niveau du Burkina, c'est vraiment une région particulière parce qu'elle regorge le plus important massif forestier de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en fait, le massif forestier, où vous allez voir la carte, qui est à cheval entre le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, et même maintenant le Togo, un complexe vraiment international, et il se posait le problème de la question de la participation des populations à la gestion en fait, des ressources naturelles de ce complexe. Donc, l'objectif ce soir, c'est d'une part, en fait, caractériser les savoirs traditionnels. Comme j'ai dit, en fait, on parle en tout cas des savoirs locaux, des savoirs traditionnels, dans le domaine des soins de santé, parce qu'en fait, je voulais dire peut-être un mot sur contribuer à la thématique générale en fait, de la conférence, en mettant en lien, et d'autre part, surtout, en fait, montrer les liens entre la valorisation des savoirs traditionnels et dans le domaine de la cueillette et la gestion durable des ressources forestières, ainsi que l'amélioration de la situation économique des populations bénéficiaires du projet. Donc je vais dire rapidement un mot en deux slides sur le Burkina et le pays Gomanché. Et deuxième, et ensuite maintenant comme premier grand point, contribuer au débat, la notion de bien-être et de soins de santé traditionnels chez les Gomanché du Burkina Faso, la notion de bien-être, les soins de santé par les plantes et la transmission des savoirs chez les Gomanché. Et en deuxième grand point, centré maintenant sur les résultats du projet, qui consiste en fait à de nouveaux usages, parce qu'en fait, comme le projet, c'est partir des savoirs traditionnels, mais en améliorant autant que possible, donc c'est de nouveaux usages des plantes et des savoirs locaux. Quels sont les enjeux, les enjeux de société et de gestion des ressources naturelles. Et voilà, donc on aura un aperçu sur le projet, on reviendra sur les résultats par rapport aux produits valorisés et les revenus générés, et les résultats en termes d'impact sur la conservation des ressources naturelles. Donc le Burkina, rapidement dit, c'est 15 millions, près de 16 millions d'habitants depuis 2009. Secteur primaire qui constitue agriculture, élevage, foresterie, qui occupe près de 85% de la population, quand même, croissance démographique annuelle de 3%, ça fait partie en tout cas des plus forts taux de croissance
démographique au monde, une densité de 44 habitants. Il y a, au dernier recensement, juste avant 2000, c'était 32, donc ça va vite. Et un climat tropical sec de type soudano-sahélien, et avec une couverture forestière estimée à peu près à 33% du territoire national. Et voilà, avec une soixantaine d'ethniques, dont les Gourmanchés. Donc tous ces éléments, en fait, vous verrez peut-être que c'est assez important pour comprendre la suite de l'exposé, ainsi que ces éléments que j'ai mis, un centre de santé pour 12 000 habitants, parce qu'en fait, il y a la dimension formation et de santé. Vous allez voir pourquoi, entre autres, effectivement, les populations sont attachées aux soins de santé traditionnels. Et voilà, l'accès aux rayons moyens d'action sanitaire, c'est au moins minimum 16 km pour avoir un centre de santé, un taux d'alphabétisation relativement bas, un faible réseau routier qui va expliquer en fait les difficultés par rapport peut-être à la valorisation des produits par la suite. Et comme j'ai dit, ça habite entre la partie burkinabé du plus vaste massif forestier d'Afrique de l'Ouest. Et c'est une des régions les plus boisées, malgré tout, et les plus fauniques de Burkina, sinon peut-être la plus riche en faune, avec ce vaste complexe de parcs nationaux, autour desquels il y a quand même plus d'une dizaine de réserves de faune. Et voilà. Mais qui connaît une déforestation quand même et un braconnage, surtout transfrontalier, quand même préoccupant. D'où notre action. Donc voilà, le Burkina Faso porte la carte. Donc vraiment, on parlait de la région de l'Est, carrément à l'extrême droite. Et au niveau de la grande carte, vous voyez tout en bas, en fait, la couleur bleue et vert, en fait, c'est le complexe. C'est l'ensemble, c'est le massif forestier, et depuis là-haut jusqu'en bas. Pour ce qui est de la partie burkinabé, ça va maintenant de l'autre côté, la frontière pour aller au Niger, au Bénin et autour. Bon, juste le grand point, la notion de bien-être et de soins de santé traditionnels chez les Gourmanchés. Il a tenté de dire, parce que bon, j'ai dit tout de suite que je ne suis pas Gourmanché, mais je travaille avec les Gourmanchés depuis plus de 15 ans. Et donc peut-être que je commence à connaître un peu mieux le contexte que peut-être chez moi-même. Et donc la notion de bien-être chez les Gourmanchés pour un peu contribuer au débat à la thématique de la conférence, c'est avant tout, en tout cas du point de vue purement traditionnel. Au niveau Gourmanché, c'est bien sûr, c'est peut-être générique ou général pour tout le monde, mais c'est avant tout d'être bien entouré. D'avoir ses parents biologiques, parce qu'effectivement, le général, on dit en Afrique, tout le monde est frère, parents, et que, comme l'adage le dit, si tu n'as pas de père, c'est que tu n'as pas voulu. Parce que le vieux qui est à côté, le voisin, s'il est un vieux, si tu veux vraiment, ça peut être ton père. Ça dépend de comment tu te comportes avec lui, c'est la même chose que c'est les parenthèses classificatoires. Voilà. Mais en même temps aussi, il y a d'autres adeptes qui disent que, bon, entre la mère et la sœur de la mère, il n'y a pas à comparer. Donc du coup, en fait, les parents biologiques, ça constitue, parce qu'en fait, du point de vue traditionnel, il y a des étapes de la vie où, en tout cas, seuls les parents biologiques peuvent vraiment, on peut compter. Avoir l'estime au sein de sa famille, sécurité sociale, sécurité économique, pouvoir compter sur la solidarité des autres, parce qu'en fait c'est vraiment la relation essentiellement sociale, parce qu'il n'y a pas vraiment d'État ou de structure économique qui prennent le relais, donc chacun dépend de l'autre. Donc ça c'est le premier critère qui peut sécuriser, qui peut faire en sorte que quelqu'un ait la notion de bien-être. Deuxièmement, d'être en harmonie avec sa communauté et les puissances surnaturelles. J'ai mis surnaturel du point de vue sous l'angle ici métaphysique, l'esprit des morts, des ancêtres, voilà, toutes ces puissances qui t'entourent, et que vous allez voir par la suite le rôle essentiel du devin, du géomancien chez les Gourmanchés. Donc en fait, c'est à partir du devin que tu peux savoir encore si tu es vraiment en harmonie avec ces esprits. Si le devin dit qu'en tout cas, vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, du coup ton bien-être est quand même entamé. Donc, et là, en détail, c'est d'abord pouvoir adhérer aux traditions
aux décisions des ascendants et des autorités reconnues. Donc il y a toujours effectivement dans les crises au niveau des sociétés, c'est quand il n'y a pas d'adhésion ou bien quelqu'un prend de la distance par rapport à ces contextes-là, être compris dans ses choix, être protégé, pourvu par la puissance naturelle, c'est-à-dire être protégé, se sentir que du point de vue, selon une fois de plus, le devin, les géomanciens, tu es en accord, tu es en harmonie avec tes ancêtres ou les puissances qui t'entourent, et que ces ancêtres sont prêts à te pourvoir, à te doter, à te donner les richesses que tu cherches. Parce qu'en fait, l'objectif du gourmandier, c'est les deux choses. Être protégé et avoir ce qu'il veut. En termes de s'ils cultivent, s'ils élèvent, il faut que effectivement tout, la prospérité en fait, en un mot. Voilà. Et enfin, bon, troisièmement, être reconnu au regard de sa position sociale, du point de vue de la catégorie sociale, du statut, de la fonction, parce que si par exemple, du point de vue de l'âge déjà, si y a un événement qui arrive dans la société, dans la communauté, et que normalement, vu ton âge, tu penses qu'en fait tu dois être associé, impliqué, et qu'on ne t'associe pas, du coup ça c'est le mal-être qui naît. Tu as l'impression qu'on te classe peut-être parmi les jeunes, alors c'est pas ta place, ou bien en fait, ou bien c'est un jeune et qu'il y a un processus d'initiation, ou en tout cas des trucs qui concernent les jeunes, et que tu es marginalisé. Donc ça c'est la catégorie sociale, mais aussi ses mérites au niveau individuel. Chacun veut effectivement être reconnu, et évidemment du point de vue avoir la santé physique du point de vue de l'homme. Donc voilà rapidement pour dire, et peut-être ça peut influencer après la suite de la présentation, et la notion de par rapport aux soins de santé par les planchers et les gourmandiers, là je vais m'attarder un peu plus. Là, comme j'avais dit, chez les gourmandiers, du point de vue vraiment traditionnel, il y a c'est le rôle prépondérant des géomanciens. Les soins de santé, en fait, comme j'ai dit tout en bas, il y a rare de guérisseurs purs. Dans cette société, il y a toujours en fait devins guérisseurs, ou en fait, voilà, géomanciens ou géomanciens simples ou géomanciens guérisseurs. Mais un guérisseur simple qui ne sait que prescrire des médicaments ou des plantes, des trucs physiques, il y en a très peu. Parce que donc, voilà. Donc la géomancie, c'est un art de divination par écriture au sol, qui est propre vraiment au gourmandier, parce que il semble que l'origine est un peu arabe, mais ça a été vraiment réadapté, donc c'est spécifique à cette société. Et l'histoire même du royaume, le royaume a été fondé par les géomanciens, c'est pour dire en fait à quel point la divination est au cœur et à la base de la société. Et les géomanciens et la pharmacopée jusqu'à présent constituent en fait, j'ai mis les deux, constituent le premier recours pour le diagnostic de problèmes de santé pour ce qui est du devin. Donc on sait que au Burkina de façon générale, mais plus encore dans cette société, le premier recours c'est évidemment vraiment le devin. Et le premier recours aussi pour ce qui est des produits médicinaux, des médicaments, c'est évidemment pas la pharmacie. C'est clair, c'est les plantes, c'est la pharmacopée. Et parfois même en fait, ce qui souvent surprend, c'est quand les gens de la médecine moderne, comme les infirmiers, les médecins, orientent les gens vers ces pratiques en fait supposées irrationnelles. Et sur le sujet, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles je sais que tout de suite, juste avant de venir, je tombais dans ma crise de palu qui était accompagnée de fièvre typhoïde. Et du coup, tout le monde m'a dit, pour la typhoïde, ne perds pas ton temps avec les infirmiers ou les médecins. Il y a quelqu'un, un tradipraticien qui a ce produit qui est presque unanime que c'est à 100% efficace. Effectivement, j'ai pris ça, et je suis allé faire le contrôle négatif, mais pour le palu, comme il n'y a pas de traitement, bon, en tout cas, je n'avais pas eu de traitement au niveau pharmaceutique, non, au niveau tradipraticien, mais là, j'ai traité à l'infirmerie, mais en tout cas, j'ai fait 3 contrôles, à tout moment, c'est plus grave qu'avant. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment présent.
Voilà, donc juste, il y a déjà le diagnostic, les étapes du traitement du géomancien. Voilà, ici, en fait, la géomancie, c'est l'image qui est là, en fait, la géomancie, en fait, c'est des écritures sur le sol. Tantôt on va à gauche, tantôt on va de la droite à gauche, tantôt de la droite à gauche, selon en fait la lecture qu'il fait. Donc, bon, on m'a expliqué un peu comment ça se passe, mais voilà. La consultation géomantique, ça peut se faire en présence ou non de l'intéressé. Et en fait, l'objectif, c'est surtout d'identifier les problèmes à résoudre, mais pas seulement la douleur spécifique qui est à ta jambe ou ta tête. Voilà, des questions pour savoir tout ton entourage, ton harmonie avec toute ta société, ta communauté, ainsi de suite. Et ça se découle, l'issue, c'est surtout des prescriptions, des sacrifices à accomplir, ainsi en précisant les conditions dans lesquelles ça doit se faire. Et il y a une deuxième forme de consultation, c'est la consultation simple, où donc c'est les soins de santé, en fait. Et c'est de là que fait votre déboulé, parce que vous allez voir la prescription, il y aura une forte dimension maintenant en utilisation de recours aux plantes. Consultation simple aussi, c'est en fait cette consultation sans divination. Parce que comme j'ai dit, en fait, le géomancien peut être à la fois guérisseur, et là, il prescrit. Il peut te dire directement, vu ce que tu as expliqué, il n'y a pas besoin de divination, et on te prescrit. Le traitement, le premier principe, c'est vraiment le principe de guérison. Parce que j'avoue qu'il y a des fois où tu as l'impression que peut-être au niveau de l'infirmerie, la personne cherche tellement à te soigner, et même si peut-être sa préoccupation, peut-être ça peut être te guérir, mais tu ne vois pas ça tout de suite, mais le guérisseur, lui, c'est d'abord te guérir, mais guérir toute ta personne. C'est pas seulement le truc, ton mental, ta cellule sociale, parfois même avant le physique et l'individu. Voilà. Et le procédé implique toujours le métaphysique, voilà, avec les sacrifices, les incantations, l'application. Donc pour un mal de ventre, c'est clair, on va pas te prescrire quelque chose pour que effectivement tu consommes pour calmer la douleur, on va te faire un sacrifice qui n'a rien à voir peut-être avec le ventre a priori, mais croyez-moi, tu vas guérir. On fait des sacrifices, des incantations. Pour chasser, il y a deux objectifs à la fois, chasser les puissances maléfiques et réconcilier avec les bienfaisantes. Voilà. Et maintenant un procédé par remède physique. Donc ça c'est vraiment au bout, le remède physique où là maintenant les plantes interviennent. Voilà. Plantes ou combinaisons de plantes avec l'ajout d'autres éléments naturels, bouillie de pétinil, graisse animale, huile végétale. Et les modes d'emploi qu'on va prescrire diffèrent selon les résultats de la consultation. Consultation, c'est ce que souvent là-bas on appelle la vérité du sable. C'est ce qu'effectivement le sable a dit, selon le sexe de la personne, consulter la journée. Après on voit s'il faut coupler le traitement avec du sacrifice ou pas. Voilà. Et la contrepartie, souvent en nature, et poulet, chèvre, cola, et ainsi de suite. Et parfois même des éléments même de la plante. On peut te dire, ok, voilà, la plante, ça va être telle plante, envoie les feuilles, envoie des racines, envoie tout. Tu peux te dire toi-même, en fait, ce qu'il faut apporter, tu apportes, et lui, il fait le produit, il te donne. Et quelquefois aussi en argent, ça peut être avant ou après guérison, toujours différent selon, en général, en fait, le critère, c'est souvent le sexe. Parfois, c'est 200 francs quand c'est peut-être, en fait, 300 quand c'est un homme, peut-être 400 quand c'est une femme, des trucs comme ça, donc tout dépend toujours de ça. Donc j'ai juste présenté deux slides pour montrer quelques exemples, par exemple, d'utilisation de plantes médicinales prescrites par les guérisseurs. Donc vous voyez que j'ai présenté en fait le verdict de deux guérisseurs. Il y a des fois où pour la même plante ou pour le même mal, c'est sûr que les produits prescrits ne sont pas les mêmes. Et voilà, donc j'ai mis en gras un peu les maladies traitées et les parties utilisées. Voilà. Un deuxième, vous voyez, maladie subite inconnue, personne n'arrive pas à expliquer sa maladie. Et du coup, même dans ces circonstances, il y a les plantes et les parties qu'on peut. Problème d'enfant, on dit enfantement, c'est pour avoir un enfant, désenvoûtement,
voilà, mauvais rêve, voilà, pour avoir la chance, c'est des racines, voilà, mot de cœur, on dit ce malaise général tout en bas là. Donc en fait il y a toutes les facettes en fait du malaise. Voilà, donc juste une image. Voilà. J'ai choisi peut-être exprès cette image pour montrer qu'il y a aussi la jeunesse en fait qui prend un peu le relais dans ce processus-là et qui peut sortir. Sinon en général en fait c'est des photos de vieilles personnes et on voit de plus en plus que même des jeunes sont vraiment initiés et sont dans la pharmacopée traditionnelle, ce qui signifie quand même que malgré, parce que souvent en fait il y a l'inquiétude qu'avec l'instruction, la scolarisation, ces pratiques reculent, mais il y a des fois où tu as l'impression qu'en fait c'est pas le cas et que parfois quand tu pars dans les villages, c'est des petits enfants qui sont avec les parents, avec les vieux, en train de récolter les plantes, et qui parfois même les vieux ils les envoient, et donc il y a quand même une sorte de transmission. Voilà. Une sorte de transmission, et cette transmission se fait de différentes manières. Voilà. La première forme, en fait, une des principales formes de transmission caractéristique peut-être aussi du pays gourmandais, c'est l'initiation rituelle, tous les 3 ans, tous les 6 ans, ou avant c'était tous les 9 ans, où en fait on enferme des jeunes pendant 3 ou 4 mois, et à l'intérieur il y a vraiment de l'enseignement sur beaucoup de choses, y compris les plantes. Les plantes sur du point de vue de toutes les vertus possibles, hein, pas seulement le soin physique, mais voilà. Et deuxièmement, il y a aussi l'initiation sélective selon le choix du détenteur du savoir. Selon, dans la famille, quelqu'un peut, la personne âgée qui a le savoir va être transférée à la personne à l'enfant, ou bien ça peut être le cadet, ça peut être l'aîné. Ça dépend de son analyse, vu qui peut vraiment en fait, gérer cette responsabilité. Et, voilà. Et troisièmement, il y a l'initiation apprentissage continu par la connaissance des milieux, l'expérience et la pratique de la vie quotidienne. Et ça, c'est un peu diffus, un peu tout le monde. Et souvent, effectivement, l'initiation sélective, ça pose souvent le problème des droits. Quand on parle, par exemple, on parlait tout de suite de biopiraterie, les savoirs traditionnels, c'est détenu par qui? Parce que ça peut être juste un individu qui a le savoir peut-être de toute la communauté, parce que c'est lui que peut-être la personne a transféré. Et voilà. Donc, mais ce qui domine, c'est les deux éléments, c'est la transmission orale, plus ou moins secrète. Voilà, secret c'est un peu l'initiation rituelle, un peu l'initiation sélective, et maintenant moins secret, c'est l'initiation de l'apprentissage. Et c'est de savoir renouveler, c'est en fait innover, c'est actuellement de plus en plus aussi sous l'effet des encadreurs, des techniciens, des professionnels qui amènent des innovations sur ces savoirs-là, y compris aussi des gouvernementaux, des ONG. Voilà, ça c'est un peu une transition pour parler de notre action qui porte un peu sur ces savoirs, mais des savoirs pas spécifiquement sur les soins de santé, mais des savoirs sur l'utilisation des plantes de façon moins sanitaire, côté sanitaire, c'est un peu plus effectivement côté valorisation des ressources forestières, mais en partant toujours, comme j'ai dit au tout début, des savoirs traditionnels que les populations ont développés depuis des siècles dans ce domaine. Donc ici, c'est photo de la sortie d'une initiation rituelle collective. Voilà, donc j'avais ça, c'était juste effectivement pour camper et voir les nouveaux usages par rapport effectivement à ces savoirs traditionnels qui, j'ai parlé ici de la pharmacopée parce que c'était par rapport au thème de la conférence, mais notre action, c'est les savoirs traditionnels au niveau des populations, la valorisation pour, d'une part, surtout l'alimentaire et le cosmétique. C'est vrai qu'il y a une dimension aussi sanitaire, mais on a mis l'accent sur ça. Donc l'expérience du projet. Donc, comme j'ai dit, le projet, on l'a initié, développé avec
avec l'ADAP et l'organisation. L'objectif principal initial, c'est, une fois de plus, c'est pour contribuer à accroître la participation des populations riveraines, non seulement à la conservation de ce massif forestier, mais aussi aux retombées que ce massif forestier génère. Parce qu'en fait, il y avait effectivement cette difficulté partant de l'idée que c'est parce qu'en fait les populations ne bénéficient pas qu'elles ont du mal à intégrer l'air protégé, à intégrer ce complexe et à avoir des attitudes de protection. Pour une gestion durable des ressources naturelles, par une gestion durable des ressources naturelles et le soutien au développement local. Donc les 3 grands domaines d'activité du projet, c'est la gestion des ressources naturelles, avec 3 grandes activités: la promotion des forêts communautaires, la production à la plan, l'entretien de plants pour restaurer le couvert végétal et l'appui à la valorisation des plantes sauvages. Chez nous, on a un terme qu'on dit produits forestiers non ligneux. Donc quand tu as eu au Burkina, tu dis PFNL, en tout cas dans la majorité des gens savent. Voilà. Et deuxièmement, c'est diversification, accroissement des revenus, comme on l'appelle, parce qu'on a un volet jardinage, il y a au moins à peu près de 200 personnes, la majorité des femmes, qui font l'exploitation du jardinage pour la consommation personnelle, pour la commercialisation et dans une approche de culture biologique. Voilà. Il y a une mini-crédit, parce qu'on s'est rendu compte parfaitement, vous allez voir peut-être plus tard, la question du fonds de départ, le fonds de roulement pour le problème, et une des préoccupations des populations, c'était vraiment effectivement des moulins, des moyens pour travailler. Et troisièmement, maintenant, l'activité transversale, c'est le développement des compétences des populations, à travers les formations, la sensibilisation. Et on a un volet éducation environnementale avec l'école nationale des enseignants du primaire au début, et actuellement avec des écoles directement dans les villages où on a un module qu'on dispense sur l'éducation environnementale, il y a l'alphabétisation, l'apprentissage français et l'équipement et les infrastructures. Donc ici, pour aujourd'hui, en fait, je vais m'attarder juste sur la 3e activité du grand 1, qui est l'appui à la valorisation des plantes sauvages. Voilà, donc la zone d'intervention, c'est le même, c'est le massif. Et les bénéficiaires, c'est pratiquement toutes les couches, depuis l'individu. Dans les villages, les producteurs sont organisés en groupements. Il y a 2 grands types de groupements, sinon 3, parce qu'il y a les groupements de producteurs de produits forestiers, les plantes sauvages, qui transforment les plantes sauvages, et il y a le groupement de ceux qui organisent la gestion des forêts communautaires, et les groupements maintenant qui font le jardinage, le maraîchage, à travers des associations locales, les conseils villageois et les collectivités décentralisées. Voilà. Et les partenaires, ce sont les populations, les collectivités partenaires en fait locaux, parce qu'il y a les bénéficiaires, mais en même temps, il y a aussi ceux qui sont partenaires en termes de cofinancement, en termes de processus d'organisation et d'action sur le terrain. Donc, et voilà, les concessionnaires et les laboratoires, institutions de recherche. Les produits valorisés, vous avez vu peut-être un échantillon à l'entrée. Il y a le miel, le beurre de karité, l'huile de balanites. Le balanites, c'est le daté du désert. C'est cet arbuste épineux qui a plein de vertus. Il y a l'huile du Nîmes, et il y a fruit, huile du baobab, et les gousses de tamarin. Donc, par exemple, au niveau de tous ces produits, le processus a été progressif, de sorte qu'en fait, on commence par peut-être un produit, et quand on dit nouveaux usages, en fait, les innovations qui viennent permettent de diversifier l'utilisation, la valorisation de la ressource pour gaspiller le moins possible. Si on prend effectivement le miel, progressivement on a intégré à la fond de la cire, qui est aussi un produit à part entière. Voilà. Le beurre de karité, toutes les formes. Maintenant, le beurre est vendu en tant que tel. Après, il y a la fabrication des savons. Ce sont les groupements dans les villages qui le font, vous verrez les images. Et le beurre de karité, c'est la base de tout. Et voilà, des pommades aussi. Voilà, l'huile de balanites entre dans le cadre
de la fabrication du savon, mais aussi c'est comestible et c'est aussi cosmétique. L'huile de Nîmes qui est la même chose. Et par exemple, le baobab, c'est pratiquement ce que les gens appellent l'arbre à tout faire. Parce que toutes les parties du baobab, en fait, sont valorisées. Depuis la feuille jusqu'à la farine, jusqu'à l'huile. Voilà, c'est valorisé. Et le tamarin. Donc, ça c'est pour les résultats de 2012. On a soutenu de manière directe au moins 400 producteurs, dont plus de la moitié sont des femmes, et pour des bénéfices estimés à peu près entre 25 000 pour peut-être le moins, et 1 million de francs CFA, ce qui donne à peu près 50 francs suisses et 2000 francs suisses. Et peut-être que c'est pas facile de comparer avec le contexte ici, évidemment, parce qu'en fait, cette activité, c'est des activités de contre-saison, comme on dit, en dehors des 3 mois ou 4 mois d'activité agricole. Le reste du temps, les populations, c'était pratiquement le chômage. Donc, du coup, en fait, souvent, c'est le principal revenu, c'est le seul revenu, de ce fait que, dans le contexte, c'est d'une importance reconnue par les producteurs. Voilà. Donc, j'ai parlé du miel. Vous voyez, la ruche traditionnelle. Et voilà la ruche moderne. Voilà. On essaye de... Vous savez, parce que la ruche traditionnelle a ses avantages. Par exemple, actuellement, en fait, dans le miel qu'on a, on a souvent le miel on sépare le miel de ruche traditionnelle, le miel des ruches modernes, mais la ruche traditionnelle a ses limites parce qu'il y a des problèmes. Le principal, en fait, problème de ruche traditionnelle, c'est les feux. Les feux de brousse, parce que pour récolter, il faut du feu. Et là, du coup, souvent, ça prend... c'est de suite, et après, le miel n'est pas aussi propre que ça, parce que, vous voyez, ça, c'est la terre. Parfois de casse, et ainsi de suite. Donc, ça c'est la ruche moderne qu'on appelle la ruche kéliane. Voilà. Et donc, c'est quelques échantillons en fait, d'activités. Extraction du beurre de karité. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai dit, c'est vraiment des savoirs traditionnels. La base, en fait, n'est pas extérieure. C'est tri, tout ce que les femmes font, on n'a pas vraiment grand-chose à montrer. Souvent, en fait, l'innovation, c'est quand même des nouveaux équipements qui peuvent alléger le travail, qui peuvent accroître le rendement. Et là, il faut accompagner parfois de formations. Ça, c'est l'étape de production du beurre compose tout. En fait, les étapes sont tellement nombreuses. Ici, j'ai mis juste 3 étapes. Voilà, le tri des amandes. Après, maintenant, la deuxième étape. Et troisièmement, peut-être, ça, c'est le beurre que vous voyez, avant que ça ne se forme. Voilà, vous voyez, formation. Parce qu'en fait, traditionnellement, au lieu de la soude, ils montent la potasse, ils font à la main, en boule, et voilà. Maintenant, par exemple, avec ça, on met la soude, on met avec des grilles, mais les principes de base sont vraiment basés sur ce que la femme font d'habitude. Et voilà, donc ça toujours c'est des résultats, vous voyez. Voilà, ça c'est au village, et c'est ça qui est à la porte ici. Donc les femmes qui ont fabriqué du savon, voilà, et ça, comme je dis, il y a au village et en ville. Donc il y a 2 niveaux de vente qui est exploré, qui est exploité, et peut-être par la suite je vais vous dire un peu pourquoi. Voilà, donc c'est juste pour donner des résultats. En fait, la répartition des producteurs selon les produits. Ce qui domine, c'est le miel. Il y a le produit. Non, c'est pas le miel, le balanites. Ensuite, vient maintenant le miel, 22%, et maintenant le karité et le baobab, et enfin le tamarin. Donc ça donne en fait une idée de l'importance des producteurs, quelle est la part en fait qu'occupe en fait chaque produit au sein des producteurs. Et les recettes en tout cas ne font qu'augmenter, alors que comme vous allez voir en fait l'accent est mis sur le marché local et national.
Voilà, j'ai donné ici une idée, parce que par rapport aux produits, à la valorisation des plantes sauvages. Comme j'ai dit, il y a 35% gagnent moins de 50 000, c'est-à-dire en fait à peu près 100 francs, et 16% gagnent entre 100 francs suisses et 200 francs, mais ça représente quand même 50 000 à 100 000, et il y a 15% entre 100 000 et 200 000, et 14% entre 200 000 et 400 000, qui fait 400 à 800 francs, et plus haut, vous voyez 11% entre 800 et 1400, et comme j'avais présenté auparavant, il y a 9% qui gagnent entre 1400 et 2000. Donc du coup, en termes en fait, de revenus pour comparer, ces produits constituent en fait la première, après l'agriculture, en fait c'est la première source de revenus, par exemple dans cette zone, depuis effectivement qu'on est en train d'appuyer ces producteurs-là. Ça, c'est l'effet au niveau revenu. Il y a aussi l'effet au niveau, en fait, de la conservation. Parce que, comme j'ai dit, en fait, l'objectif est double. C'est que finalement, ça améliore la situation économique, mais ça motive les acteurs aussi à participer à la gestion, comme on dit, durable, en fait, avec des pratiques qui permettent à la conservation de la ressource, à l'utilisation durable, de sorte qu'effectivement, il n'y ait pas de destruction des pratiques destructrices. Et donc, avec cette motivation, on a pu délimiter 9 forêts communautaires, comme j'avais dit au début, délimitées et gérées par les populations, qui sont riches en fait, des forêts riches vraiment en produits forestiers, mais aussi en faune sauvage, dont la grande faune, des éléphants, des antilopes, des paysages. Et on a pu effectivement enregistrer de meilleures pratiques de cueillette dans les terroirs villageois, c'est-à-dire hors des forêts communautaires. C'est l'exemple par exemple effectivement du baobab, où des femmes nous disent clairement qu'avec ces revenus, c'est clair que avant il y avait la technique pour récolter les feuilles de baobab, ils arrachaient carrément toute la branche, ça faisait des mutilations, ça tuait les baobabs, et que avec ça, parce que c'est vraiment une source de revenus énorme, il y a un changement dans les pratiques même d'utilisation des ressources. Parce que c'est clair, les femmes qui sont là, elles savent clairement que c'est vraiment leurs ressources et qu'en fait leur revenu vient de là. C'est une femme qui encaisse 50 000, elle ne va pas couper l'arbre pour couper le même arbre, c'est la même chose que les carités. Donc de ce côté, en tout cas, on a des observations intéressantes. Et il y a aussi tout le volet plantation. Parce qu'il y a aussi des plantations, il y a des plantations de diverses espèces, dont des espèces aussi utilisées au niveau local, comme par exemple les caillas sénégalensis, le caïcédra, comme on dit de manière courante, le nîmes, avec en tout cas un bon taux de survie, parce qu'en fait, les acteurs eux-mêmes, les producteurs, entretiennent, soit même que ce soit au niveau collectif, parce qu'on le fait aussi dans les écoles, ainsi de suite, ou dans les voies, mais aussi au niveau des vergers, au niveau personnel. Et il y a un bon suivi, et une contribution accrue en fait, des populations à la protection du massif forestier transfrontalier. Effectivement, avec ces revenus, mais avec toutes les autres activités du projet, les dénonciations, par exemple, effectivement, d'actes illégaux comme le braconnage transfrontalier, ça croît le comportement des populations. En tout cas, on sent un engagement accru, parce qu'en fait, vraiment, ils voient le revenu concret. Ça, par exemple, c'est des praticiens, un praticien avec quelqu'un dans une des forêts villageoises. Donc, les forêts, en fait, c'est parce que au Burkina, à l'échelle, il y a la commune, mais la commune est composée de villages. Voilà. Le plus bas échelle, ce n'est pas la commune, c'est le village. Et dans chaque village a la possibilité de délimiter, de consacrer une partie de son terroir, de son territoire à la protection des ressources naturelles sous forme de forêt villageoise. Mais cette activité, il y a quand même des enjeux. C'est face à ces enjeux en fait, qui justifient nos approches. Premièrement, ce qu'on constate, c'est vraiment la faible capacité technique et financière des producteurs.
par rapport à une demande. Dès qu'on veut dépasser, on veut juste que, au lieu que ce soit comme au niveau traditionnel, où c'est essentiellement pour la subsistance, pour l'alimentation, les soins corporels et autres, et qu'on veut que ce soit source de revenus ou bien fait d'alimentation qui dépasse le cadre du seul producteur. Celui qui extrait, la femme qui extrait le beurre ne peut plus être la seule bénéficiaire, parce que dans la zone, si on veut vraiment qu'il y ait un engouement pour la conservation, il faut que ce soit tout le monde. Et donc du coup, le niveau de technicité ne permet pas ça. Donc ça, c'est le premier constat, d'où la nécessité de fonds de départ, de formation et d'équipement. Et c'est ça qu'on a voulu, effectivement, c'est à ce problème qu'on a voulu répondre en ayant une approche qui consiste à valoriser, améliorer les savoirs traditionnels et les produits locaux. Donc c'est valoriser, mais aussi en améliorant avec les voyages et l'organisation. Deuxième enjeu, deuxième problème qu'on constate, c'est, comme j'ai dit, la dégradation du couvert végétal. Et là, c'est parce qu'à cause de la déforestation pour l'agriculture, et que c'est une région aussi, on va voir peut-être après si on arrive à projeter le film, une région aussi vraiment de culture de coton. Historiquement, ce n'était vraiment pas le cas, mais juste il y a 2 décennies qu'on a commencé à en faire une région de culture de coton, et en tout cas ça demande vraiment plus de terres, et les forêts classées, les ressources naturelles sont... Et avec des pratiques non durables de cueillette, comme je dis, le volage, les fruits immatures, le landage, et le ramassage total. Le ramassage total, c'est quand effectivement les gens, pour la cueillette, ramassent toutes les amandes et tous les noix. Et donc du coup, en fait, les espèces n'arrivent plus, bien sûr, à régénérer. Donc ça, tout ça, c'est des pratiques. Et maintenant, on est en train de faire la promotion des principes d'utilisation durable par les plantes, ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée, ça ce sont les forêts. Parce qu'en fait, c'est vraiment naturel, mais on assiste parce qu'on délimite, on organise en fait un système de protection contre les feux de brousse, contre les coupes non contrôlées, les plantations d'espèces locales, la sensibilisation sur les meilleures pratiques dans la cueillette, la transformation et la commercialisation, la promotion de l'agriculture biologique. Et dans ça, il y a la mise en valeur des avantages financiers, parce que l'enjeu après, quand on constate cette dégradation du couvert végétal, la question c'est mettre en valeur en fait les avantages des ressources naturelles pour effectivement justifier, parce qu'en fait de plus en plus les populations considèrent pour qui, voilà, c'est un moyen de motivation en tout cas des populations pour la conservation. Il y a par exemple l'utilisation des pesticides par rapport effectivement au coton et peut-être même à l'agriculture de façon générale. Et un des problèmes qu'on a vu, c'était une époque où c'était la mortalité d'abeilles et même effectivement de gros animaux comme les éléphants, on a constaté. Mais là, la difficulté, c'est effectivement le contrôle de l'information. Une fois de plus, les sociétés cotonnières on dit évidemment que non, c'est pas vérifié, c'est pas attesté. Bon, tout le monde sait que c'est ça, mais personne n'a la possibilité d'avoir l'information scientifique pour contester ou pour affirmer, mais tout le monde, y compris les populations, le constate. Alors que quand il y a les pesticides liés à l'agriculture, il y a la diminution de la fructification parce que les abeilles meurent. Et s'il y a diminution de la fructification au niveau des arbres, mais pas seulement au niveau des arbres, même au niveau de l'agriculture alimentaire, les céréales et autres, c'est les abeilles en fait qui font la pollinisation. Donc tout ça, ça pose des problèmes. C'est pour cela, effectivement, en réponse, on fait un peu la promotion de l'agriculture biologique. Deuxièmement, il y a aussi un autre enjeu, c'est l'importance du potentiel du marché local et national. Santé, alimentation, cosmétique. Là aussi, en tout cas, on est convaincu que le potentiel du marché est là. Et parce que, c'est ça nous préférons, on dit qu'il faut privilégier l'approche, le projet, c'est de privilégier le marché local et national. Parce qu'au niveau international, les appréhensions qu'on a avec les populations, c'est déjà la surexploitation des ressources. Vous voyez, juste la dernière, en date, quand je venais dans ça, on disait au niveau national, il y a souvent même des fois où on n'arrive pas à satisfaire. Juste la semaine passée, quelqu'un est venu commander aux femmes 300 litres de baladites, bon, peut-être qu'on n'avait pas. Mais avant ça, il y a des gens qui sont venus de la France, ils voulaient, je sais pas,
je sais pas si c'est 30 000 tonnes, c'est tellement fou même le terme que je n'ai pas, 30 000 tonnes d'amende de carité. À la fin, la personne a dit, en fait, tout ce que vous arrivez à avoir, nous, on est preneurs. Bon, il y a d'autres, évidemment, qui sont venus, on voulait 5 tonnes de farine de baobab. Il dit, mais ces quantités-là, qu'est-ce que ça donne après, par rapport sur le terrain? Mais par exemple, pour le cas du baobab, nous, on a dit non, c'est pas possible, mais la personne a contourné, il a eu des intermédiaires, et il allait prendre cette tonne, il a tout raclé voilà, dans le village, les trucs qui partirent. Donc c'est vraiment... et après la population nous dit, ouais, donc, bon, on n'allait plus parce que vous voulez encore faire autre chose avec la farine, vous voulez faire un peu, des jus et des quoi, ils ne pouvaient pas. Et donc il y a le risque de raréfaction des ressources, mais aussi un enchérissement des prix pour les locaux, parce que c'est clair que les internationaux, quand ils viennent, le prix, c'est tellement alléchant que on applique et après les locaux ne peuvent plus payer. Donc même le niveau national comme au niveau local, c'est très difficile, en dehors même des aspects pratiques d'incertitude, parce qu'un développement villageois, comment ils peuvent savoir en France comment ça se passe, est-ce que la commande sera vraiment faite, est-ce qu'il va pouvoir satisfaire la demande, est-ce que le client sera fidèle, et les normes d'équité difficiles à définir, à respecter. Sur quelle base, par exemple, les prix se fixent? Bon, la personne dit son prix parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est équitable en termes de prix. Il y a aussi les exigences alimentaires. On sait comment l'Union européenne, comment les produits arrivent ici et que c'est difficile. Donc il y a des fois où on se demande est-ce qu'il faut aller dans le sens de la certification par rapport à ces produits bio-équitables. Mais même cette certification, on sait que c'est difficile à rentabiliser. Je sais qu'au Burkina, il y a la principale structure qui fait la certification, c'est EcoCert. EcoCert te demande 4 000 € par an. Bon, ça fait combien quoi? Donc comment faire pour rentabiliser 4 000 € par an pour les groupements villageois? Et voilà, donc les normes même européennes sont difficiles à respecter par les producteurs, par les petits producteurs, et voilà. Donc l'approche en fait pour l'instant que nous on promeut, c'est privilégier le marché local et national. On sait quand le marché est là, c'est juste savoir comment s'adapter aux attentes de pouvoir d'achat au niveau villageois, au niveau local. Quand on prend par exemple le savon qu'on fait, tout ce qui est savon de lessive, au village, ça marche. Parce que tout le monde, en réalité, les gens, ils payent pour lessive, mais ils se lavent en même temps avec, donc c'est pas juste pour lessive. Et ça s'achète, il n'y a même pas de problème. Souvent même, en fait, les producteurs n'arrivent pas à satisfaire la demande au niveau local. Et maintenant, en ville, c'est maintenant tout qui est commercialisation sous forme maintenant de savon de toilette. C'est ce que les citadins veulent, avec quoi, et on essaie de diversifier. Et voilà. Et on a aussi une sorte d'appui des groupements pour l'écoulement au niveau national, en tenant compte des contraintes de transport, parce qu'en fait, comme je vous ai montré, le réseau routier entre villages ou pour accéder aux villes, c'est tellement compliqué. Les problèmes d'emballage, ça c'est un peu toute la filière au niveau du Burkina, tous les acteurs qui sont dans ça, la première contrainte qu'ils vont dire c'est en emballage, parce qu'il n'y a qu'une seule société qui fait des bidons. Et voilà, donc du coup, voilà. Et il y a aussi les problèmes des impôts, aussi en fait, sont là, donc selon la formule. Donc c'est juste qu'effectivement, c'est tenir compte en fait de toutes ces contraintes et essayer d'adapter, et souvent ça marche. Dernier diapo, c'est voilà, le risque toujours avec la commercialisation internationale, il y a aussi une sorte d'abus de l'ignorance et de la pauvreté des producteurs et la complicité des intermédiaires locaux. C'est le cas que j'ai dit par rapport à la farine de baobab. Et aussi, il y a aussi l'enjeu, en fait, même au niveau marché local et national, il y a des contrôles sanitaires. Parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est des villageois ou des Burkinabés que la dimension sanitaire n'est pas importante. Donc, on a effectivement la collaboration avec des laboratoires et structures nationales de formation et de recherche. Il y a la question de la viabilité des pratiques. En fait, il y a des inventaires qu'on fait au niveau de ces forêts, parfois au niveau des terroirs, ou des terroirs qui ont des peuplements spécifiques
comme des terroirs qui ont peuplement principal le baobab ou mieux le néré. On fait des inventaires pour savoir effectivement la situation de la ressource pour pouvoir aider à prendre les mesures de conservation. Donc voilà, juste pour ce volet produits forestiers, notre expérience qu'on essaie de faire avec les groupements, éventuellement s'il y a des questions. Donc c'est l'occasion, une fois de plus, de saluer les partenaires, la FGC. On travaille beaucoup avec l'UICN, qui est vraiment la structure aussi internationale spécialisée en matière d'air protégé. Et voilà, et je vous remercie.